Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle saison de Qu'en pensez-vous, notre émission d'actualité où on discute des sujets chauds, des choses qui nous intéressent et qui vous intéressent aussi, on l'espère, qui se passent dans la région. On va même aller au plan provincial, fédéral et quelquefois à l'international. Et un habitué avec moi pour commenter cette actualité, l'extraordinaire retraité, Monsieur Jules Simard. Bonjour, Monsieur Simard. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, on est en forme, il le faut. Maintenant, Passé un bel été? Oui, dans la construction, mais j'avoue que je me suis mis un peu, depuis le mois de février, je me suis mis un peu à l'écart, j'avoue, de l'actualité, plus particulièrement d'enfer, d'être dedans et de voir ce qu'il en était. Ça a permis un peu de décrocher. D'avoir un peu de recul aussi, et du recul, oui, effectivement, un peu plus, parce que comme tu n'es pas dedans, nécessairement, tu le regardes un peu plus de l'extérieur. Ça a permis d'avoir cela et peut-être d'avoir aussi le goût. Parce que le goût de l'actualité ou le goût de l'information ou le goût de ce qui se passe dans ta société et dans ton milieu, ça, je pense qu'on se doit toujours de l'avoir. Il s'agit non seulement d'un devoir des citoyens, mais on se doit d'avoir cette préoccupation, je pense. En tout cas, tu l'as encore parce que tu es ici. Là, c'est un peu pour ça. Quand on m'a demandé est-ce que tu es intéressé de venir revoir ou de commenter plus particulièrement l'information de ce qui se passe, oui, j'ai dit oui. Fait que ceux qui aimaient beaucoup suivre les éditoriaux de M. Simard vont pouvoir les écouter maintenant ici, pas en direct, mais en rediffusion dans notre émission. C'est beau. On va parler d'élections. On va commencer par les élections au niveau fédéral dans le comté de Lac-Saint-Jean. Oui. On a 3 candidats qui vont lutter, en fait, pour prendre la place de M. Denis Lebel, qui a donné sa démission il y a de cela quelques temps. On a donc des candidats. Et particulièrement pour Dolbeau-Mistassini, ce qui nous intéresse, c'est que M. Richard Hébert a été choisi comme candidat libéral et a décidé aussi de quitter sa fonction de maire pour se concentrer là-dessus. On a aussi Mme Dallaire pour le NPD. Qui avait été à la dernière élection. À la dernière élection. Et on a aussi Rémi Leclerc. Rémi Leclerc pour le Parti conservateur. On n'a encore personne annoncé pour le Bloc québécois. Ça devrait se faire, d'après ce que j'ai entendu, dans les jours qui viennent. Il a encore des contacts. On m'a dit dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on a un nom? Un scoop? Il y avait quelqu'un, je n'ai pas de nom, malheureusement, là, à vous amener actuellement, mais je sais qu'il devrait être annoncé dans les semaines qui viennent. D'accord. Donc, comment tu analyses cette course-là? Quels sont les enjeux primordiaux, en fait, pour le comté Lac-Saint-Jean? Parce que ça reste une élection partielle, mais il reste quand même un demi-mandat, là, donc 2 ans d'élection avant la prochaine élection générale. Donc, il y a le temps de faire quand même quelque chose dans le comté. Il va y avoir certainement le temps ça prend habituellement 2 ans, semblerait-il, pour un nouvel élu, pour se mettre un peu au diapason de la machine. OK. Alors, les 2 ans devraient être consacrés, peu importe qui va être élu, là, à se mettre au diapason, effectivement, de cette machine-là et d'amener et d'être capable de faire piloter certains dossiers. Maintenant, au niveau fédéral, actuellement, dans les grands dossiers du comté à amener, honnêtement, j'en vois pas. Sauf la question de l'agriculture, de la renégociation au niveau de l'ALENA et au niveau de l'agriculture, qu'est-ce qu'on va faire avec la gestion de l'offre. Oui. Ça, c'est fondamental. Ce sont des discours où, fort probablement, on va certainement demander, et fort probablement que la presse va s'y intéresser naturellement aussi, de voir quelle va être la position des candidats sur ces 2 grands enjeux-là, que sont la forêt, la renégociation de l'entente sur la forêt, et la question de la gestion de l'offre. Ça me paraît fondamental, tant pour les agriculteurs du milieu que pour les forestiers, naturellement. On a-tu besoin de dire qu'est-ce qu'il y en a? La position, on connaît peut-être un peu, je pense que
au départ, la position des candidats va être de soutenir les deux éléments, OK? Mais au niveau du parti, au niveau de ce qui est au pouvoir, quel va être... il va falloir que l'on sache, là, comme il faut, qu'est-ce que les libéraux qui sont au pouvoir avec Justin Trudeau amènent actuellement comme solution sur ce On sait que les conservateurs, en tout cas, il y a une faction des conservateurs qui voulait canceller la gestion de l'offre, mais en fait, Anne Rocher a décidé que lui, il voulait garder ça. Ça lui a probablement permis, d'ailleurs, d'être élu devant Maxime Bernier. Comment tu analyses les trois candidats présents ou les forces en présence? Ben, là, en ce qui regarde, premièrement, la décision de Richard Hébert de faire le saut. Je pense que ce qu'il voit, c'est une opportunité, effectivement, pour lui d'amener sur une carrière au niveau politique un peu plus à un autre niveau. OK? Ouais. Bon, je vois véritablement pour lui, ça représente cela. Et il a, dans les sondages, dans les intentions de vote, il ne faut pas vraiment oublier que le comté Roberval, l'électorat du comté Roberval, vote habituellement pour le pouvoir. Donc, okay? Selon toi, il y a dans l'histoire des élections, une première élection qui se passe pour des candidats, il ne faut pas oublier que ça va être, sauf pour Mme Dallaire, c'est des candidats qui vont être à une première élection. Dans ce sens-là, habituellement, l'électorat du comté Roberval, historiquement, vote pour le pouvoir. Et là, c'est rendu le comté Lac-Saint-Jean. Oui, mais dans le gros de l'électorat, il est sûr que tu as Alma qui entre en ligne de compte, mais dans l'ensemble, là, les autres, c'est à peu près les mêmes municipalités qui ont toujours voté globalement pour... Et la deuxième élection qui se passe avec des candidats, c'est habituellement sur davantage la personnalité de celui ou de celle qui a été élu. C'est ça, et si elle a pu amener. Donc, si tu regardes historiquement pour... je vais t'amener l'élection de Denis Trottier. Disons, je sais bien que c'est pas au fédéral, c'est au provincial. La première élection, il y avait un mouvement qui faisait en sorte qu'on voulait tasser les libéraux de Jean Charest. Et on a donc, oui, la personnalité du candidat entre en ligne de compte, mais on s'est dit, OK, c'est correct. Qui a été élu? C'est le Parti québécois. Même s'il a été élu minoritairement, c'est le Parti québécois. Ouais. À la deuxième élection, on a réélu quelqu'un qui était Denis Trottier. Mm-hmm. Tu as eu le même phénomène avec Denis Lebel à sa première élection, qui était dans une élection partielle qui a été élue. Il a été élu parce qu'on se disait, là, on a assez de libéraux et les conservateurs étant au pouvoir, on s'est dit, bon, ben, c'est correct, on favorise Denis Lebel. Et à sa deuxième élection, je dois dire que c'est effectivement la personnalité. C'est sûr que Denis Lebel avait aussi des fonctions qui invitaient les électeurs à le supporter davantage et qui avait quand même eu, même s'il y avait eu un peu moins de votes, c'est lui qui a réussi à passer davantage. Et à sa troisième élection, c'est le même phénomène. C'est lui qui a été... On a voté davantage pour Denis Lebel, parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé aux dernières élections. Hein? Les conservateurs, mais là, on a encore voté. Or, ce phénomène-là, je pense, se reproduit. En tout cas, si on regarde dans les dernières élections, même depuis la fin des années, la fin des années 80, on va jusque-là, peu importe que tu sois au fédéral ou au provincial, le phénomène que je viens de t'illustrer là se reproduit. Ouais. Or, pour cette campagne-ci, qui est au pouvoir, c'est le Parti libéral. Je pense que oui, globalement, on peut dire que Richard Hébert part avec une certaine avance relativement à ce phénomène-là que je viens de M. Leclerc, lui, a travaillé avec M. Lebel, donc il connaît quand même les rouages. Oui, et c'est un des organisateurs. Ça a été une des personnes qui a poussé beaucoup la candidature et qui a été derrière M. Lebel depuis le tout début de son implication fédérale. Mm-hmm. Et même, je pense qu'il travaillait avec lui quand il était maire de Roberval. Il était aussi dans cette équipe.
dans cette équipe-là. Or, c'est, oui, une forme, et il l'a dit lui-même, je pense, depuis qu'il a été désigné comme candidat, et il l'a dit lui-même, c'est une continuité pour lui. OK? C'est d'amener la continuité de ce qui était... et il veut faire du chemin sur ce qu'a été la personnalité de Denis Lebel pour le comté de Roberval. Madame Dallaire, par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'elle était deuxième aux dernières années. Oui, c'est ça. OK? Et qu'elle bénéficie, semblerait-il, oui, du vote des organisations féminines. C'est ce qu'on m'a indiqué. Elle est très impliquée à ce Elle niveau-là. est très impliquée à ce niveau-là et elle peut donc faire une différence encore là pour la prochaine élection. Alors, je pense qu'elle va connaître le tabac parce que c'est sa deuxième élection en ce qui la concerne. Donc, au niveau organisationnel, elle va certainement savoir où aller cogner, où aller tabler. Enfin, au niveau du Bloc québécois, il m'apparaît actuellement que le discours du Bloc québécois va avoir de la difficulté, encore une fois, à passer dans le comté de Roberval. OK? Je suis bien honnête en l'amenant de cette façon-là. Ça peut être plus difficile. Tu sais, à moins d'avoir un candidat vraiment... Ou une candidate là, qui pourrait être... à ce qu'on m'a dit, il n'est pas question pour Mme Martine Turcotte, pas Turcotte, mais Ouellette de venir se présenter. On sait qu'elle n'est pas élue au fédéral. Mais je sais pertinemment qu'elle travaille très fort pour avoir des candidats et des candidates dans le contexte actuellement là, pour être à tout le moins présente, que cette formation politique soit présente donc sur l'élection. Et je pense qu'ils vont effectivement avoir quelqu'un qui va venir se présenter là-dessus. Ça m'apparaît être de même au tout début de cette campagne électorale. Ouais. Qu'est-ce qui va être maintenant? Je pense que c'est les éléments de débat, et je reviens sur ce que je disais au début. Je pense que les deux éléments de débat fondamentaux que sont la renégociation de l'accord sur le libre-échange et la forêt, de même que sur la question du... déjà, c'est commencé. J'entendais M. Leclerc un peu attaquer le Parti libéral, en fait, sur justement les accords, la négociation des accords dans le domaine de la forêt. Moi, j'aimerais rappeler que les conservateurs n'ont pas fait grand-chose à l'époque. Le seul élément, je pense qu'il ne faut pas oublier, par exemple, quand ils ont été élus la première fois, donc en 2006, c'est quand même eux qui avaient obtenu un accord sur le bois d'œuvre. Sur le bois d'œuvre qui a duré 6 ans. OK? Qui était, à toute fin pratique, relativement bon pour les industriels et l'industrie forestière canadienne et québécoise, mais plus particulièrement canadienne, qui était plus particulière, donc, entre autres, ce qui se passait en Colombie-Britannique et bon, toutes ces choses-là. Ça leur a quand même permis d'amener cela. L'autre élément, et je me souviens d'une entrevue que je faisais l'année dernière avec Denis Lebel, quand il me disait, il dit, tu sais, il dit, les libéraux actuellement, dans la question de la renégociation du possible, parce qu'il n'avait pas été annoncé que ça se passerait à ce moment-là, mais dans la renégociation de l'accord de la laine, et surtout plus particulièrement sur le bois d'œuvre, ils ont tellement fait patienter la dernière année. Hein, tu te souviens, ça après un an et un an, on n'avait pas de rencontre et les deux avaient dit que ça soit Obama ou que ce soit. Ouais, on va s'organiser pour que. Ça soit fait avant l'élection. Exactement. Et il disait, tu sais, il dit, il faut qu'on connaisse à un moment donné tant les porte-paroles des deux camps, là, OK, du camp américain. Et il dit, nous, et Denis Lebel disait, nous, ce que nous avons comme avantage, il dit, oui, c'est parce qu'on était peut-être au pouvoir, mais il dit, on sait à qui on a affaire. Ouais. On les connaît peut-être davantage. On sait un peu plus de quelle façon les prendre sur la négociation, puis être capable d'obtenir notre mot. Le problème qu'on a actuellement, c'est que
celui-là qui décide aux États-Unis, ça dépend de quel côté il se couche la veille. Oui, c'est ça. On est deux quand on veut négocier. Hein. Ben, c'est ça. Puis là, lui, on ne sait que... pas ce qu'il va nous dire demain matin. Tout le monde disait, voilà ce qu'il va dire. Ben, je m'excuse de sortir un peu du sujet, mais qu'est-ce qu'il va dire dans le discours à l'ONU hier? La première affaire, ben non, il n'y a pas un chat qui avait dit que ce serait ça qui déciderait. Exactement. Tu sais, il va dire, c'est comme je te dis, on ne sait pas de où ça va. Cette improvisation-là fait mal. Oui, puis il démontre un grand égoïsme. Oui, c'est ça. On va le voir peut-être. On va peut-être avoir le temps d'en discuter tout à l'heure un peu plus. Là. Bon, ben c'est ça. Pour la campagne électorale, ça m'apparaît là. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler au cours des probable, semaines. Ben oui, d'une façon ou d'une autre, les élections ont lieu le 23 octobre. 23 octobre, donc ça va permettre... Le fait que... On va pouvoir passer l'Halloween tranquille. Le fait que Richard Hébert ait annoncé que, bon, il ne se ressollicitera pas de mandat à la mairie, à cause du fait que les élections vont se tenir effectivement en octobre, je pense que c'est de bonne guerre. Parce que dans l'éventualité où il aurait été élu ici pour à l'élection, il aurait été élu comme maire et qu'il aurait été élu comme député, il aurait été dans l'obligation de démissionner comme maire. En même temps, non, la loi permet de maintenir... Pas au fédéral. Ah oui. J'ai eu en entrevue... Tu l'as eu? En entrevue, M. Hébert, au moment où il discutait, il revenait sur Mme, entre autres, Beauchaniquette qui l'avait faite, et puis que oui, mais depuis lors, il me semble qu'il y a eu des... En tout cas, quoi qu'il en soit, je prends ma source de M. Hébert. OK, c'est bon. Il aurait dû, fort probablement, moi je pense que légalement, là, il aurait dû, pas légalement, mais légitimement. Oui, moi je suis d'accord. Il aurait été un peu dans le... ça aurait fait 2 élections, rapidement. Ouais. Et moi, si j'avais... Ben, pas moi, mais si on avait fort probablement des adversaires, aurait souligné, bon, mais écoutez, M. Hébert, pourquoi est-ce que c'est que vous nous faites une élection pour vous représenter, pour démissionner? Alors, on va donc se faire 2 élections rapidement. Tu sais, ça aurait été un des arguments qui aurait été amené, et c'est le genre d'argument qui pogne habituellement là, mais chez l'électorat. Juste sur, tu sais, je veux dire, quand tu as 2 travails qui te demandent beaucoup de temps, c'est sûr qu'à un moment donné, tu ne peux pas être aussi efficient que si tu es concentré juste sur un mandat. C'est une impossibilité. Je pense que c'est une impossibilité. Fait que ça nous permet de faire le saut sur le deuxième sujet, qui sont les élections municipales. On va faire un peu le tour, commençant par Dolbeau-Mistassini, parce qu'on est à Dolbeau-Mistassini et on aime cette communauté. Donc, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au niveau de Dolbeau-Mistassini, on a en ce moment 3 ou 4 candidats potentiellement pour le poste de préfecture. On a M. Boivin qui se représente, qui est le préfet en place, M. Luc Simard. On a, qui s'est annoncé cette semaine, M. Marcel Gauthier. Et il y en aura peut-être un 4e, là, je ne me rappelle pas son nom, là, mais je pense que ce n'est pas encore officiel, donc on va attendre. Autant on a beaucoup d'intérêt au niveau de la préfecture, autant au niveau des candidats comme conseiller municipal et pour la mairie, où là, ça reste très d'après ce que j'ai pu voir et observer et entendre directement, il y en a qui attendent la dernière minute pour s'annoncer. OK? Puis il y en a peut-être aussi qui attendaient de voir ce que M. Hébert faisait. Oui, il y avait cet élément-là qui entrait en ligne de compte. Parce que, tu sais, tu as... je ne sais pas si j'ai tout fermé le micro, moi, là. Je pense que ça va. J'espère. J'espère. On va se le faire dire si ton micro Maria va certainement nous en parler. OK, alors, je vais continuer. On va me faire perdre, je vais en perdre moi-même mon idée. En ce qui regarde l'élection, donc, municipale, ce qu'on me dit, ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y en a beaucoup qui attendent, effectivement, stratégiquement parlant. D'ailleurs, c'est toujours bon d'attendre peut-être dans les dernières minutes pour voir s'annoncer, pour voir qui veut venir, qui ne veut pas venir. Et il y en a qui attendent pour voir ceux qui étaient là, qu'est-ce qui va revenir. Alors, qu'est-ce qui va être au siège numéro 1? Pascal Cloutier est peut-être quelqu'un qui pourrait être intéressé à se présenter pour remplacer Richard Hébert. Ah? Pourrait. OK. On aime ça. Ça pourrait. Ou encore, fort probablement qu'il peut aussi être intéressé, effectivement, à conserver son siège. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas fait connaître, au moment où on se parle, sa décision à ce niveau-là. Au siège numéro 2, on le sait, il va y avoir une élection parce que
Luc Simard a décidé de s'envoyer à la préfecture. Donc, là, c'est évident qu'il ne peut pas solliciter les deux. Il sera préfet ou il fera d'autres choses. C'est ça. Je pense que Patrice Bouchard, je pense, a annoncé son intention de se présenter sur le siège numéro 2. Sur le siège numéro 3, M. Daniel Savard a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Après des années de loyaux services. Oui, plusieurs années quand même. Je pense c'est tout juste qu'il n'est pas là depuis le début de la fusion. Ah, peut-être. Mais en tout cas, ça fait longtemps, là, puis je pense qu'il était bien apprécié. Oui, je pense, honnêtement, là, j'essaie en même temps de revoir dans cette vieille mémoire et de dire qu'il me semble en tout cas qu'il est certainement un des candidats c'est tout, c'était pas. Ça, c'était le doyen du conseil municipal. Au niveau du conseil actuel. Au siège numéro 6, je vais aller tout de suite au 6, c'est Rémi, 4, Rémi. Rémi a annoncé, je pense, qu'il se représenterait, qu'il ressolliciterait. J'ai pas vu tu l'as pas vu passer ça? Donc je suis content. C'est vrai, je pense mais en tout cas, on m'a souligné qu'il se représenterait. Est-ce qu'il pourrait peut-être aussi, parce qu'on sait que Rémi était aussi un ami de Richard Hébert. Okay. Donc, je me souviens quand Richard s'était présenté, il y avait été question que Rémi se présente aussi à la mairie. Et comme Richard avait décidé, probablement que Rémi avait plus décidé je crois qu'à mon avis, comme conseiller, on n'ira pas s'affronter sur la même place. Donc, peut-être que la mairie pourrait l'intéresser. Pourrait l'intéresser à ce niveau-là. Madame Néron, on me souligne qu'actuellement, elle serait en réflexion encore pour savoir parce qu'on sait qu'à la dernière élection, elle avait voulu se présenter à la mairie et elle s'était désistée à la dernière minute pour se représenter comme conseillère. Fort probablement, je pense qu'elle a j'ai pas eu l'occasion de discuter directement avec, là, ce n'est que par vous dire. Mais elle est certainement intéressée à poursuivre sa carrière politique au niveau municipal. Et à ce qu'on me dit, elle va certainement se représenter. Est-ce que ça va être à mairie ou à l'échevinage, je ne sais pas. Françoise, plutôt au niveau du siège numéro 6. Mme Bergeron. Oui, excuse-moi, j'ai dit plutôt, c'est Bergeron. Françoise, on a toujours dit pendant la dernière qu'elle avait des velléités, soit pour la préfecture, ou encore aussi pour la mairie. Alors, elle n'a toujours pas fait connaître, je pense, sa décision, elle, de se représenter. Non, je pense qu'elle va se représenter, mais est-ce qu'elle va se représenter comme conseillère, comme à la mairie? Je ne peux pas être en mesure de t'indiquer qu'est-ce qu'il y en a exactement, mais fort probablement qu'elle va être sur l'air. Il y a le jeune Pierre-Olivier Lucier et Marie-Ève Fontaine. Est-ce qu'il a indiqué sur quel siège il entendrait se présenter? Je les ai rencontrés, lui et Mme Fontaine, et les deux ne m'ont pas indiqué sur quel siège ils voulaient se présenter en ce moment. Je pense qu'ils ont jusqu'au 6 octobre. Oui. Et quand même, il y a peut-être de se présenter sur le fait que M. Savard ait fait connaître son intention de se présenter, ça représente le siège libre, comme on disait. Dans l'éventualité où Françoise Bergeron irait à la mairie, bon, mais ça fait un autre siège aussi de libre, entre guillemets. Il va y avoir du changement. Oui, c'est ça. Et à la mairie, on parle aussi donc de Junior Junot. On parle de... Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui, non. On a un junior. Ben moi, c'est ce que j'ai entendu. Il y avait un article dans le journal là-dessus qui allait annoncer s'il se présentait ou pas. Donc, on a plein de candidats possibles, mais personne n'a annoncé pour le moment. Non, mais je pense que c'est une bonne stratégie, ça. Ouais. Puis à la préfecture, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il va y avoir quand même une bonne guerre de tranchées, là, entre l'expérience de M. Boivin... Sais-tu à la préfecture, la première fois où M. Boivin a été élu, c'était la première fois où il y avait des élections à la préfecture. Mm-hmm. Et il y avait 3 candidats. Hein? Il y avait Marcel Gauthier, l'autre. Oui. Il y avait M.
Jean-Pierre. Et il y avait aussi le président du syndicat Leblond, Daniel Leblond. Daniel Leblond. Qui s'était tous les trois présentés. Le problème qu'on a, c'est que quand tu sais que tu es dans une municipalité où il y a peu d'élections, tu sais, où est-ce que tu as peu de candidats qui étaient dans une municipalité rurale, des choses comme ça, où le vote, donc, va moins sortir. Ouais. Si c'était une municipalité qui est en faveur de, je sais pas moi, Luxembourg, et puis qu'il y a peu d'électeurs qui se présentent aux élections, donc tu as peut-être moins d'électeurs. Fait que ça, là, tout ce jeu-là, aurait tendance à croire que peut favoriser Jean-Pierre, qui a déjà, lui, tu sais, quand même une certaine base d'électorat. Une notoriété aussi. Oui, c'est ça, mais une certaine base d'électorat dans toutes les municipalités. Ouais. Ce qui n'est pas le cas des 2 autres ou 3 autres candidats qui peuvent se présenter. On m'a souligné à l'oreille que peut-être que Mme Néron pourrait peut-être aussi être intéressée. Mais en tout cas, on m'a souligné ça, mais je ne l'ai pas rencontré, Mme Néron. Non, mais on va voir. Il reste quelques semaines avant. Oui, c'est ça. Mais juste pour dire que au niveau donc de l'électorat, on peut penser que M. Jean-Pierre Boivin, donc, pourrait bénéficier de ce phénomène-là. OK? Parce que dans les municipalités rurales, on le sait, il y en a, il va y avoir des élections dans les municipalités rurales aussi, mais si tu comprends, il y a juste 2 postes d'échevins qui sont en élection parce que les autres sont élus par acclamation. Puis que le maire est élu par acclamation. Entre autres, si le maire est élu par acclamation, ça représente un incitatif moins grand à aller voter, qu'on le veuille ou non. Oui. OK? Théoriquement, ça ne devrait pas, mais c'est quand même le phénomène. Alors, ça, et si tu ne vas pas voter, tu n'iras peut-être pas nécessairement voter pour le préfet. Oui. Le poste de préfet. Tu comprends? Parce que c'est à la même place que ça se passe. Donc, ça, je pense que ça peut favoriser au départ. Et ce qui va obliger, et la campagne serait intéressante à suivre, si elle était encore journaliste, mais je ne sais plus, mais ce serait intéressant à suivre justement des municipalités rurales. Parce que là, il y a peu d'annonces dans les municipalités. On sait qu'à Normandin, M. Fortin revient. On a aussi à Albanel. En fait, tous les maires sortants ont l'air de se représenter. Mais au niveau des luttes, je pense qu'il n'y a rien d'annoncé dans les autres. Non, on n'a pas on n'a pas vu encore qu'est-ce qui pourrait s'amener. Et tu comprends que c'est fondamental quand même pour l'élection au préfet. Mais oui. OK? Il ne faut pas oublier que le processus est le même si tu fais appel à un président d'élection, la liste électorale est la même, bon, toutes ces choses-là. Alors, je pense et ça serait donc intéressant de voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme intérêt pour les électeurs des municipalités rurales à aller voter. Il faudrait qu'il y ait des enjeux très importants, je pense. Alors, s'il y en a, là, je pense que ça peut être... le fait qu'il y ait 4 candidats, OK, ça répartit pas mal le vote, là. Hein? Ça dépend toujours. Des fois, il y a des candidats qui ne se font pas sortir. Oui, qui ne sortiront peut-être pas beaucoup, là, mais il reste quand même que ça permet, le 100 se divise théoriquement en 4. Là. OK. Donc, tu peux passer avec 30 quelques pourcents. Puis, oui, si tu fais sortir le vote en ta faveur, tu fais sortir ton vote, tu vas pouvoir... Fait que les machines vont être importantes. Là. Les machines vont être importantes et aussi... justement, là, qu'est-ce que vont être les enjeux? C'est donc à dire que peut-être que le préfet ou les candidats à la préfecture, les candidats et les candidates à la préfecture devront tenir compte des débats locaux. Ben oui. OK? Pour pouvoir être en mesure aussi de se prononcer là-dessus s'ils veulent être élus. Alors, s'il y a des débats importants dans les municipalités rurales, qui se passe à cause dans cette élection-là, bien, fort probablement que le préfet devra se positionner lors de la campagne électorale sur ces enjeux. Alors, tu comprends, ça peut devenir intéressant à ce niveau-là, peu importe le nombre de personnes qu'il y a. Et comme je te dis, là, moi, je pense que c'est parce que ça, même si c'est à Dolbeau-Mistassini qu'il y a le plus d'électeurs, OK? Pour le poste de préfet,
je ne pense pas que le préfet aura avantage à juste travailler de Dolbeau-Mistassini dans ce cas. Non, c'est clair. Si on va ailleurs dans la région, Alma, à date, c'est un couronnement. Donc, Marc Asselin est seul sur la ligne de départ. Au niveau des maires, Roberval et Saint-Félicien, il y aura une course à la mairie. Donc, à Roberval, on a M. Sabin-Côté qui veut ravir le poste à M. Larouche. Oui. Et à Roberval, on a M. Gibbons qui se présente. À Saint-Félicien. À Saint-Félicien, je veux dire, M. Gibbons qui se présente. Contre Gilles Potvin. As-tu des analyses par rapport à ça, avant qu'on passe à Saguenay, où là, ça brasse pas mal? Oui. Je dirais la chose suivante. Ça m'a un peu surpris, le Gibbons. Okay. Ça m'a un peu surpris. Je ne pensais pas que Gilles Potvin aurait été élu par acclamation, là, je pense. Mais que, parce que, tu sais, le Gibbons, ça fait un bail aussi qu'il est dans la politique municipale. Oui, comme puis conseiller. il est impliqué beaucoup à Comme conseiller, comme conseiller, bon, il décide de le faire. Alors qu'à un moment donné, il a été question, dans le cours du dernier mandat, où est-ce que on m'a dit que M. Potvin réfléchissait à dire, bon, c'est peut-être mon dernier, c'est peut-être mon dernier. Alors, tu comprends que tout ce fait-là, et qu'est-ce qui l'a réincité? C'est sûr que la fin de mener les combats qu'ils ont amenés là, actuellement. Ouais, mais il y aura toujours des combats à un moment donné. Oui, c'est ça. Jamais. Attends, puis il y a quand même une grogne populaire à Saint-Félicien. Oui. Ben, en fait, oui. Mais qui est organisée. Elle est personnalisée, oui, c'est ça. Mais il reste que, bon... Mais je ne pense pas que le Gibbons soit le candidat de cette grogne. Non, mais possiblement. Sauf que, tu sais, des fois, on choisit souvent le moindre mal. Exact. Alors, ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer. À Roberval, c'est autre chose, parce que Guy Larouche, on sait que sur les 6 conseillers, il y en a 5 qui ne reviennent pas, puis tous ont un peu le même discours que c'était épuisant, que c'était difficile. Donc là aussi, là, il va y avoir un combat. M. Côté face à M. Larouche. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Oui, ça va être... Tu sais, il ne faut pas oublier qu'à la dernière élection, en 2013, lorsque M. Larouche a été élu, ça a été une surprise. Oui, puis il a été élu de peu, là. Exact, ça a été une surprise aussi. Alors, quel va être le... Tu sais, puis il y avait quand même un discours, entre guillemets, peut-être plus populiste. Clairement. Et bon, il a quand même fait sa gestion aussi de cette façon-là, je pense. Mais il semble, en tout cas, ce que j'entends, c'est que Roberval se sent beaucoup isolé à cause de cette administration-là face au reste de la région et de la MRC. Et de la MRC, peut-être plus particulièrement au niveau de la MRC du domaine du roi. Je ne sais pas qu'est-ce que Sabin va amener aussi comme idée. Oui, c'est ça qu'on va voir, mais il vient de milieu peut-être plus entrepreneur. Les entreprises puis tout ça. On verra. Ville-Saguenay, là, c'est comme un spectacle de théâtre à Ville-Saguenay. Là, on a eu, entre autres, changement de chef, le Parti des citoyens, M. Blackburn a claqué la porte pour plein de raisons qu'il a évoquées. Un nouveau chef est arrivé en M. Gagnon. On a aussi Jacques Fortin qui a dit, après un sondage où il a vu qu'il y avait juste 4 en fait. Bonsoir. On voit que les intentions de vote allaient beaucoup du côté de l'ARD et de M. Blackburn. Maintenant, c'est un premier sondage. On va voir qu'est-ce qui se passe. Les promesses fusent. Là, on entend déjà des gels de taxes pour 4 ans, des projets. Là, je pense que M. Blackburn est rendu à 60 millions d'investis. On ne sait pas encore où il va prendre cet argent-là. Mais bon, comment tu analyses cette campagne-là qui est pas très propre, on va le dire. Là. Les couteaux volent bas. Le maire Jean Tremblay se permet allègrement de sortir dans les médias pour... se défendre, mais il se défend beaucoup en attaquant. Donc, ça a toujours été sa marque de commerce. Regarde, je vais dire quelque chose, là. Okay. Il faut probablement qu'on devra l'effacer. Parfait. Lorsque Jean Tremblay a annoncé qu'il ne se représenterait pas, moi, je me suis dit, impossible. Il va se représenter. OK? Lorsqu'il l'a annoncé il y a 2 ans, je suis pas mal sûr qu'il va essayer. Non. Sais-tu que le scénario qui est en train de se dérouler à Ville-Saguenay, c'est exactement ça? Hein?
Ah, je ne me représente pas. On fait une convention, on arrive, on suit le candidat qui est élu, on y serre les ouïes un peu pour qu'il soit en mesure de dire un peu plus comme ah non, moi je m'en vais. Ah, tu t'en vas, OK, c'est correct. Fait que là, ah oui, ça a été un bon candidat, ça. Ouais. Hein? En Tremblay. T'as quelqu'un de malhonnête, ça tombe pas de bon. Ah, Mais un mois avant, il lance l'autre ça. élément, là, c'est un médecin, je pense, Oui, hein, qui M. Gagnon. décide de se mettre sur la carte tout d'un coup, parce qu'on avait abordé 2 ou 3 autres personnes qui pouvaient... M. Boivin, entre Boivin, qui pouvaient... Ils sont désistés. Ils sont désistés pourquoi? Pour permettre à Tremblay de revenir. Hein? Puis ils sont du parti, là, les autres, là. OK? Ouais. Là, tu as un médecin qui a un discours, je pense, populiste aussi, là, d'après ce qu'on a pu voir. Écoute, avec, ce qu'on a pu comprendre de toute façon de la démission de Jean-Pierre Blackburn, c'est que le parti est contrôlé très fortement par, entre autres, le bureau de Justin Harvey. Là. Ah oui, et de Justin Harvey, et Jean Tremblay est encore très, Ouais. très... Alors, là, on la représente, là, M. Gagnon, mais on va voir qu'est-ce qu'il va commencer à faire. Les élections, les mises en candidature officielle, c'est pas encore fait, ça, là. Ouais. Check bien. OK. Jean Tremblay, ça représente. Ouais, toi, c'est... Ah ben moi, je savais que je t'ai dit d'effacer ce que Non, ça se mais rend regarde le dès lundi scénario. prochain. Mais regarde le scénario. Ouais. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux m'organiser pour me faire demander de me représenter? C'est en s'organisant que tous ceux qui me remplacent, c'est plus là. Parce qu'à la minute où est-ce qu'on a vu le M. Gagnon, le docteur Gagnon, là, donc, s'annoncer, tu as eu une nouvelle qui est sortie immédiatement, comme de quoi qu'il était. Il avait déjà traité des juges d'incompétents. Toin, hey, c'est quoi ça? C'est le discours de Jean Tremblay. Ouais. Hein? Ou à tout le moins, si jamais il reste là et que Jean Tremblay ne se représente pas, il va certainement être la marionnette de Jean Tremblay. Ben, en tout cas, ça, c'est mon idée. Je t'ai demandé d'effacer ça. Non, c'est correct. Soit tu écoutes trop de films d'espionnage, moi, ça me ou fait l'impression. tu suis la politique russe. Ça me fait l'impression. Non, mais c'est correct. J'aime ça. Mais ceci étant dit, il reste quand même que le débat à Ville-Saguenay, j'ai l'intention de redire ce qu'on a dit dans plusieurs années quand on fait nos émissions. Je suis tanné de voir de la politique sur, non pas des idées, mais sur les qualités, puis les non-qualités, puis les compétences, puis les incompétences, de faire de la politique avec de la personnalisation. Ouais. OK, je suis bien tanné de ça, puis je suis tanné de voir que ça n'est ce qu'on fait. Bon, Je c'est l'ai bon, dit. c'est dit. Hein? On va en reparler de toute façon. Moi, j'aime ça. OK, un autre sujet local, le théâtre Météor, en fait, que M. Lamotte avait repris et remonté et refait avec le pop, a été vendu, change de main, donc avec un nouveau groupe qui se porte acquéreur et qui vont changer un peu. Vous avez l'air de vouloir changer un peu la vocation ainsi qu'au niveau de la restauration. Oui, fort probablement. Ouais. C'est pas surprenant parce que ça fait pas comme 10 ans, là, ça fait même pas, tu sais, ça fait combien d'années là, que le Météor était réouvert? On parle de... 2013? Ouais, ça fait 4 ans. Non, pas 4 ans. 2014. Non? Fait que, tu sais, ça va quand même vite, là. Qu'est-ce qui Mais amène pense que ça a été... je pense que la formule du Météor était une formule osée. Oui. OK? Mettre dans Adolbo-Mistassini une formule, entre guillemets, moi, je pense que c'est un petit peu plus cabaret, là, avec une salle de spectacle. C'était c'était plus risqué. Et je pense qu'effectivement, ils ont eu de la difficulté. Tu sais, ça te prend quand même un certain bassin de population qui soit un peu plus grand pour pouvoir... tu sais, 400 places, là, faut que tu remplisses, là. Oui, mais en même temps, Mistassini, on a une salle. Ben là, c'est ça, je te dis. Tu comprends? Ça, je pense que ça l'a joué. Si tu n'avais pas eu, effectivement, la salle de spectacle à Adolbo-Mistassini, puis que tu aurais été un endroit où on aurait effectivement davantage amené des spectacles de cette nature-là, tu aurais pu avoir. Parce que regarde, les pièces, quand ils ont mis l'année où ils ont mis
La pièce, là, Le secret des pères. Le secret des pères. De la Tu sais, Diff, un t'as trou eu des pendant, maisons d'histoire, ouais. pendant l'été, tu as quand même eu un achalandage qui était relié à ça. Depuis 2 ans, OK, il faisait avec Jimmy. Toussette. Il a fait oui. deux étés avec Jimmy. Exact. Donc, ça aussi, semblerait-il. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller cet été, moi, mais... Mais cet été, c'était pas là. C'est les 2 années d'avant. Les 2 années, c'est vrai. Cet Les été, 2 le années, spectacle de il Jimmy était au Hall des Bleuets. Il était au Hall. Mais tu sais, les 2 dernières années, ça avait quand même su attirer pendant la saison estivale. Donc, on se rendait compte que, oui, un spectacle, entre guillemets, davantage local permettait justement, dans cette salle-là, d'attirer une clientèle captive qui est les amis, puis déjà, ça permet de le faire. Alors, je pense que, oui, au niveau de la rentabilité, effectivement, de ce genre d'entreprise-là, il y avait... fallait que je pense que le propriétaire s'y donne à 100 %, là. Je veux dire... Et il fallait qu'il s'aille aussi barman, là, tu comprends? Ouais. Parce qu'en plus, ce que je veux juste illustrer qu'il fallait que le temps que cet individu-là donne pour perdre moins que peut-être qu'il a perdu. Alors, le fait de la revendre à un groupe qui veulent, à ce que j'ai cru comprendre, là, y amener encore une vocation au niveau du spectacle, là, mais c'est peut-être plus formule type cabaret, mais même, je pense qu'ils n'ont rien voulu dire, hein, jusqu'à maintenant. Ouais, non, puis on parlait de la vocation, même peut-être. C'est ça, là, actuellement, on n'a pas voulu le dire. C'est de bonne guerre, de bonne loi, là, parce qu'actuellement, là, on est fermé là-dessus. Moi, ce que je trouve quand même intéressant là-dessus, c'est que peu importe ce qu'on va y donner, on veut quand même y conserver une formule. Avec la nourriture, les spectacles. C'est ça. On veut quand même, d'après ce que j'ai pu comprendre, on ne sait pas, ils vont nous l'annoncer en temps et lieu. Cette formule-là peut être intéressante, peut quand même être intéressante. Mais de là, aller dire que c'est avec juste ça, tu comprends? Il faut que la formule bar fonctionne bien. Oui. Or, il faut que tu saches attirer dans ton bar autrement que juste la présentation de spectacle. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, là, on sépare le pub and bar devant. Il y a peut-être là, oui, un élément de solution là, qui peut amener. Mais le fait qu'on ne fermera pas le Météor, encore une fois, parce qu'on sait qu'il avait été fermé, hein? Pendant longtemps. Pendant un bon bout. Ça reste moi, positif. Je pense, oui, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut le regarder. Et puis que des hommes et des femmes du milieu se disent ouais, on est prêt à mettre de l'argent à risque pour qu'il y ait, pour qu'on maintienne. Ça, c'est quand même avoir une forme de confiance, je pense, dans le milieu qui est intéressant. Génial. On va parler de drogue. Je sais que... Ben oui, parce que maintenant... bientôt, en fait, là, normalement, l'été prochain, donc le cannabis sera légal, donc on pourra en acheter en vente libre. On a, entre autres, le PDG de Couche-Tard qui est sorti dans les médias en disant « Je trouve ça complètement insensé qu'on ne puisse pas permettre aux dépanneurs d'en vendre, en fait. » là. Et là, on entend beaucoup de choses. Il y a des gens qui reviennent sur le fait on ne devrait pas en vendre, mais là, c'est pas là le débat. Là. Le gouvernement a décidé que ça allait pouvoir se vendre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'on devrait réguler ça très... serré avec des lieux très précis de vente où on pourrait permettre d'en vendre un peu partout, comme l'alcool, entre autres, qui n'est pas nécessairement meilleur pour la santé? Oui. Au départ. J'ai une question avant ça. Oui. Vas-tu te mettre à consommer de la drogue quand ça va être légal? Non. Est-ce que, au départ, là, sur ce débat-là, où j'accroche avec l'ensemble des intervenants politiques là-dessus, c'est de dire sortons du marché de la pègre une partie de leurs revenus en légalisant la vente, d'un produit qui est assez controversé, tout le monde l'a dit. Ils l'ont controversé au départ. Il est de moins en moins dans le sens où il devient légal de plus en plus à travers le monde. Là. Ça fait déjà plusieurs années. Oui, c'est ça. Mais Hollande, tu comprends, au départ, on nous a présenté ça comme c'était péché. Hein, c'était le diable en personne, comme l'alcool durant la prohibition. Pendant la prohibition. OK.
Donc, quand on a effectivement légalisé l'alcool, ce qu'on a tout simplement légalisé la vente d'alcool, c'est pas légaliser l'alcool en soi, mais la vente d'alcool, c'est quand on a donc on a amené, oui, une forme de contrôle qui soit au niveau du prix, qui soit, tu sais, ça là-dessus, c'est, je pense que ça a sa légitimité. OK? Bon, à cette heure, est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, là, on contrôle ça comment, un produit dangereux? Puis là, moi, ce que je trouve un peu étrange, c'est que le gouvernement fédéral pousse ça dans le cours des provinces. Exactement. En disant, vous devez choisir pour ça, pour ça. Un ça. peu comme c'est pour l'alcool aussi, puis l'âge légal de vote et de la majorité. J'avoue pas avoir d'idée. Ouais. OK, au même titre que je dis, ouais, c'est correct qu'on va peut-être mieux avoir de contrôle, à tout le moins chez qualité. Tu peux pas quand même vendre n'importe quel produit. Remarque que dans la cigarette, ils nous mettent toutes sortes d'affaires, mais on ne sait pas ce qu'on fume. Je ne fume plus. Mais c'est un peu. Moi, ce que je trouve étrange du débat, c'est que foncièrement, le débat sur la santé publique, on l'évince un peu parce que ça reste un enjeu économique de dire on va aller chercher les taxes là-dessus, on va aller chercher. Puis bon, la réalité, là, c'est que ceux qui consomment du cannabis en consomment déjà. Là, ils ne se mettront pas à en consommer quand ça va devenir légal. Là. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, on va se le dire. Là, ceux qui pensaient que, je veux dire, c'est ça la réalité. Là. Je lisais, c'est ce matin qu'on avait dans le quotidien que dans la région, on consommait... On consommait plus, oui. On consommait plus que dans... Oui, mais c'est pas juste du cannabis, je pense. Non, oui, mais les chercheurs ont aussi dit qu'il y a une possibilité dans cette statistique-là, c'est que les gens de la région auraient peut-être été plus francs que dans l'ensemble. Dans l'autre. Oui, possible. Ça, c'est sûr que ça rentre dans les deux. Oui, c'est sûr que, écoute, ce que ça va permettre de faire, c'est peut-être d'avoir un meilleur contrôle. Je pense tant sur la qualité du produit qui va être offert, un meilleur contrôle naturellement sur la vente. C'est que l'argent va revenir dans les poches de l'État. Oui, va revenir au moins là-dessus. Au moins, ce que ça coûte en frais de santé, on peut peut-être y récupérer quelques sous. Là. Un peu comme l'Auto-Québec, là, qui met des affiches, attention, le jeu, c'est dangereux. C'est ça, là. non, mais ça devient un peu absurde. Mais tu sais, ça va permettre d'amener cela. Maintenant, où toute la problématique est, c'est comment ça va s'articuler. Oui, parce que là, ça arrive vite, puis là, on sent que les provinces ne sont pas prêtes, puis on n'est même pas certain que le gouvernement fédéral est vraiment prêt à tout ça. Tu sais, je veux dire, quand Justin Trudeau dit « Ah, mois de juillet n'est pas connu », il peut peut-être être au mois de juillet 2019. Bon, c'est fort probablement ça, c'est qu'on va invoquer... On n'est peut-être pas prêt à le faire demain. Mais quand on dit ça, c'est le principe de base. Je reviens encore à mon principe de base. On va donc laisser aux soins à la pègre de continuer à s'enrichir au détriment. Mais remarque, tu sais, il y a d'autres opiacés que le pot, qui sont encore, qui vont être encore illégaux puis qui vont rester dans les mains de la paix. Non, c'est ça. Puis comme je le disais, les gens ne vont pas arrêter d'en prendre parce que c'est légal ou pas. Non. Ils ne vont pas commencer à en prendre parce que c'est légal ou pas. Moi, en tout cas, je pense. Les études, en tout cas en Hollande, ont vraiment démontré que ça n'avait pas changé grand-chose. Et puis, c'est pas plus pire que la surconsommation de médicaments qu'on fait. Exact. Et ça, c'est légal. Et ça, c'est complètement légal, que la cigarette nous tue, que l'alcool ne nous rend pas plus brillants. Exact. Et que pour pouvoir être capable de vivre longtemps, ça te prend des pilules. Ouais. Vive les pilules. Bon. Hey, dernier sujet, as-tu le goût de parler un peu de la température? Parce que, non, mais tu sais, on dit souvent, le réchauffement climatique. Les experts disent, il y aura plus de catastrophes naturelles, puis ils seront de plus grande ampleur. C'est ce qu'on risque de voir dans les prochaines années. Mais en tout cas, cette année, on lâche pas, avec les ouragans, Harvey, Irma, là, on a Maria, tremblement de terre à Mexico. Là, on parle pas, parce que ça, on n'en parle pas parce que c'est loin, puis on a peu de touristes là-bas ou de Québécois qui ont des maisons. Mais la mousson qui a fait des milliers, c'est pas des millions de déportés en Asie du Sud-Est. La planète est en train de nous faire un beau doigt d'honneur. Oui. Il y a à peu près les Américains, puis Trump, je pense qu'ils ne créent pas ça. Ouais, en tout cas, ils ne créent pas, mais là, ils vont vivre avec les conséquences.
C'était, oui, effectivement, là, pendant tout l'été. Et pendant, même l'hiver passé, regarde, chez nous, on a eu de grosses, pas eu beaucoup, mais de grosses tempêtes de neige. Oui, puis même cet été, on a eu 2 tornades, deux tempêtes de grêle ici. Exact. Dans notre pays où on est censé être à l'abri de ces choses-là un peu plus. Il y a plu aussi. Il y a plu. Puis t'as-tu vu quand il pleut? Hey, ça tombe, étoile, tu vois rien, c'est des rideaux d'eau. Ça dure quoi? 15-20 minutes? Puis d'un coup, tiens, on est moins pire un peu, il pleut. Honnêtement, je pense qu'effectivement, on voit c'est quoi là, la question des changements climatiques. On le voit carrément. Est-ce qu'il est trop tard pour certains? Je pense qu'il est peut-être même trop tard pour arrêter, mais on peut faire des mesures pour atténuer. Puis moi, je veux noter aussi notre grand égoïsme, je trouve, là, au niveau médiatique. Là, on est concentré sur les Québécois pris là-bas, sur les gens qui ont des maisons en Floride, mais on a l'air de se foutre un peu. Il y a des gens qui habitent là, il y a des gens qui sont dévastés, et c'est pas une semaine de vacances qu'ils ont perdu ou leur condo qu'ils utilisent 2 mois par année, mais qui vivent là à l'année et qu'on laisse complètement dans la chenoute. Je nous ai trouvé très égoïstes dans notre couverture médiatique de ces événements-là. Là, on était rendu à interviewer n'importe qui est déjà allé en Floride pour savoir ce qu'il en pensait, mais on oublie qu'il y a des gens qui ont été là. Je regardais des reportages sur l'île de Saint-Martin, là. Mon Dieu Seigneur, c'est ça. Je nous ai trouvé assez égoïste sur mes vacances. En plus, là, les compagnies d'agences de voyage qui font, on perd des revenus. Écoutez, vous vendez des voyages dans la période des ouragans. Vous ne me ferez pas pitié, là, parce que, écoute, finalement, il y a un ouragan, puis là, vous êtes obligé de rembourser les gens. Tu sais, à un moment donné, je sais pas. Oui, le traitement médiatique, c'est parce que ça repose sur le principe qu'on nous disait, il faudrait que vous régionalisiez ou que vous localisiez la nouvelle des attentats à Paris. Tu sais, quand ton chef de nouvelles te dit, pourquoi? Parce qu'on pense qu'on va intéresser davantage de gens d'ici au phénomène en parlant des problèmes que nos gens d'ici ont. C'est pour ça qu'on ne parle pas du génocide en République centrafricaine. Exact. Tu comprends? À moins que tu aies un Québécois là-bas. Un Québécois qui vient de se faire descendre. Ouais. Ah, là, par exemple, on va te parler... Là, ça va donner... Regarde, oui, tu as vu cette semaine la présidente de Médecins sans frontières, effectivement, qui nous amène... écoutez, regardez ce qui se passe. Hein. En plus, c'est nous autres qui payons pour ça. Oui, Ribois. Ça trouve pas de bon sens. Tu sais, on ne savait pas. Hey, y compris la responsable la chef d'antenne des nouvelles à Radio-Canada. Je dis, hey, pourquoi qu'on ne savait pas ça? Oui. Hey, ça fait un bout là, que ça se passe. Alors, tout ça amène effectivement sur le traitement de l'information là-dessus. On sera toujours critique. Mais ce qu'on cherche toujours en information, OK? À part nous, à part toi et moi, là, hein? Ce qu'on cherche toujours, c'est à faire en sorte qu'on soit plus lu ou plus écouté. Oui, parce que là, l'urgence, ça aide. Plus lu et plus écouté. Parce qu'on dirait qu'à Harvey, là, on dirait que ça fait 2 ans que ça s'est passé. Exact. Mais ça fait 2 semaines. T'sais. Exact. Et, regarde, il y en a un autre, là, Marianne. En ce moment, à Porto Rico. Porto Rico, ça a même affaire. Puis, moi, ce que je dis, c'est qu'il disait qu'au départ, je pense, je ne me souviens pas là, du nombre exact hein, que tu avais, c'est pas 6, que tu avais, peut-être pas de cette intensité-là, mais 6 gros ouragans pendant la période estivale. Bon, on n'est pas rendu à 9 ou 10, là, pas loin. Hey, merci beaucoup, M. Simard, de reprendre du collier avec nous. C'est toujours très éclairant. Vous avez une sagesse sans borne. Il faut faire attention. Là. Il y a des bouts où je t'ai demandé de couper. Là. Pas de couper, mais d'enlever. On va voir si on a des réactions là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.
Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle saison de Qu'en pensez-vous, notre émission d'actualité où on discute des sujets chauds, des choses qui nous intéressent et qui vous intéressent aussi, on l'espère, qui se passent dans la région. On va même aller au plan provincial, fédéral et quelquefois à On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, tu fais déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui!